Merci à la FUCID d'organiser cet échange. Alors, je vais effectivement parler de la croissance des inégalités, mais relier cela à la question de la crise écologique, parce que, comme vous le savez, c'est un combat qui m'anime depuis longtemps et je crois que le grand défi aujourd'hui, quand on réfléchit aux inégalités, c'est comment résoudre cette équation en apparence insoluble qui consiste à réduire la pauvreté dans un monde de ressources rares ou combattre les inégalités sans accroître notre empreinte écologique. Et je crois que c'est cela qui est le défi aujourd'hui qui intéresse beaucoup de syndicats, qui intéresse des ONG et qui doit nous intéresser comme chercheurs, chercheuses, militants, militantes. Et je voudrais en effet partir si vous voulez, de ces deux constats, qu'il est urgent de décélérer, de réduire notre empreinte écologique, et en même temps qu'il est urgent de lutter contre les inégalités. Comment faire? Comment la mondialisation, qui a tout de même eu un impact extrêmement important sur nos sociétés depuis une quarantaine d'années, peut-elle être réorientée de manière à relever ces deux défis à la fois? À quoi peut ressembler une mondialisation à la fois juste et durable. En fait, cette manière de présenter la question de ce midi vient non seulement du rapport que j'ai présenté à l'Assemblée générale des Nations unies en octobre dernier comme rapporteur spécial sur l'extrême pauvreté, mais aussi de mon souci de relier ensemble différents objectifs de développement durable. L'objectif 1 qui m'intéresse au plus près dans mon mandat des Nations unies, qui est de l'éradication de la pauvreté, mais aussi l'objectif 10, réduire les inégalités au sein des pays et entre pays, l'objectif 12 qui concerne la consommation et la production durable, et l'objectif 13 qui concerne l'urgence climatique. Et je crois qu'on doit absolument tenir ces deux défis ensemble, celui de la transition écologique, celui de la réduction des inégalités. C'est cela qui réclame un effort d'imagination. Alors, je vais aller très rapidement sur les constats, parce qu'en fait, nous sommes non seulement d'accord, je pense, sur l'essentiel des constats, et en plus, vous les connaissez, ces constats, je les résume donc très simplement. D'abord, l'empreinte écologique mondiale n'a cessé de croître. Un des indicateurs, c'est évidemment cette journée du dépassement que l'on célèbre, entre guillemets, chaque année à une date chaque fois plus tôt dans l'année. On était, il y a quelque temps encore, on célébrait cela à la fin, la seconde quinzaine du mois d'août, et je me rappelle avoir parfois eu l'occasion d'intervenir à la fin de l'été pour parler de cette journée du dépassement. Et aujourd'hui, cette journée du dépassement, elle se situe mi-juillet. Et en fait, c'est depuis le début des années 1970 que l'on vit à crédit. C'est-à-dire que sur l'ensemble de la planète, l'on ponctionne davantage de ressources dans les écosystèmes et l'on déverse davantage de déchets dans les écosystèmes, de pollution, de gaz à effet de serre, etc., que la planète ne peut le supporter. La planète nous fournit en ressources, la planète absorbe nos déchets, notre gaspillage, et la planète n'a pas la capacité de se renouveler pour la fourniture de ces ressources ou d'absorber tous ces déchets. Et donc, on peut calculer au départ de cette biocapacité de la planète cette journée du dépassement. Et cette méthodologie développée par le Global Footprint Network, le réseau mondial sur l'empreinte, est une méthodologie que je ne vais pas détailler ici, mais qui tient compte notamment de l'usage que nous faisons des terres, du poids de l'agriculture, de la pêche, de la déforestation et des émissions de gaz à effet de serre, etc. C'est une méthodologie complexe, contestable, au sens où il y en a beaucoup d'autres qui pourraient être utilisées, mais qui sert à fixer cette journée du dépassement. Un autre indicateur, si vous voulez, qui est également très, très connu, c'est celui des, des liens entre les développements socio-économiques que vous avez sur ces graphiques et, d'autre part, les développements qui concernent le système Terre. Sur la slide précédente, vous avez toute une série d'évolutions qui reflètent l'évolution de nos modes de vie, croissance démographique, croissance des richesses, augmentation de la consommation d'énergie, consommation d'engrais, installation de grands barrages, etc., tourisme international.
Et vous avez, parallèlement à cela, un système Terre qui est de plus en plus ponctionné, exploité, épuisé. Et ça se mesure notamment par les gaz à effet de serre, dioxyde de carbone, oxyde nitreux, méthane, mais ça se mesure aussi par d'autres indicateurs qui montrent que ce système Terre est en voie d'épuisement. Donc, je crois qu'il n'y a pas besoin de vous en convaincre ici. La crise écologique est bien réelle et appelle une réaction urgente. Et en même temps, on a cette autre crise, la crise des inégalités. Alors, les inégalités sont généralement examinées sous deux angles, et c'est ce que reflète l'objectif de développement durable numéro 10. On s'intéresse d'une part aux inégalités au sein des pays, on s'intéresse d'autre part aux inégalités entre pays. Et je reviendrai sur cette distinction qui me paraît tout à fait importante sur le plan politique. Au sein des pays, vous avez différents indicateurs, parmi lesquels la part de revenus, de richesses créées, qui revient aux 50% les plus pauvres de la population dans les différents pays. Et au regard de cet indicateur, vous voyez ici en rouge foncé, en orange, les pays relativement plus égalitaires, et en jaune, les pays qui sont beaucoup plus inégalitaires. Dans certains pays d'Afrique subsaharienne, d'Amérique latine en particulier, où les inégalités sont les plus fortes, vous avez une part des revenus pour les 50% les plus pauvres qui est en dessous de 12,7%. Euh, et par contraste, dans la plupart des pays européens, la part de revenus qui vont aux 5% les plus pauvres, 50% les plus pauvres, c'est autour de 25-30%. Et donc, il y a d'un pays à l'autre des fortes différences du point de vue de l'égalité interne des pays. Ce qui est plus intéressant, évidemment, que cette mesure statique des inégalités, c'est l'évolution dans le temps. Et ici, le constat est général, c'est que les politiques qui avaient été mises en place au lendemain de la Seconde Guerre mondiale pour renforcer l'État-providence et les mécanismes de redistribution par taxes et transferts, hein, par impôts et politiques redistributives, ont eu pour conséquence, pendant une trentaine d'années, ce que, après Jean Fourastier, on a appelé les 30 glorieuses, de réduire les inégalités. Mais cette réduction des inégalités, qui se repère ici par le fait que dans des pays comme les États-Unis et la France, respectivement la ligne rouge et la ligne bleue, on a vu augmenter la part des revenus qui allaient aux 50% les plus pauvres. Cette réduction, elle s'est brutalement interrompue à la fin des années 1970, début des années 1980, où dans tous les pays du monde, les inégalités ont commencé à croître à nouveau, avec, c'est l'indicateur utilisé dans ce graphique, la part des revenus allant aux 50% les plus pauvres diminuant progressivement. Et la chute a parfois été très spectaculaire. Vous voyez par exemple en Chine combien, avec la libéralisation économique entamée au début des années 1980, on a vu les inégalités croître. Si on mesure les inégalités en part de revenus que les 50% les plus pauvres de la population captent, c'est la ligne orange qui représente ici la Chine. En Afrique du Sud, on a un phénomène comparable, et rares sont les pays où ce phénomène ne s'est pas repéré, même s'il y en a. En Europe, c'est la France, la Hongrie et la Belgique où ces inégalités ont le moins cru. Alors, on peut prendre une autre mesure de l'inégalité au sein des pays, c'est la mesure de la part des revenus captés par les plus riches, les 10% les plus riches. Et là, sans surprise, hein, cela correspond à ce qu'on a vu pour les 50% les plus pauvres, l'Afrique subsaharienne, l'Amérique latine, des pays comme notamment le Brésil, Chili, quelques pays d'Asie du Sud, mais aussi les pays du Golfe arabique. Tous ces pays ont vu une spectaculaire captation des revenus par les 10% les plus riches. Vous le voyez sur cette carte. Et cette captation des revenus par les plus riches, elle a augmenté, là encore, depuis une quarantaine d'années, depuis le début des années 1980, qui a sonné, au fond, le triomphe de l'idéologie qu'on a parfois qualifiée de néolibérale, qui en substance consiste à favoriser la libéralisation des échanges commerciaux, la libéralisation de l'investissement international,
conduisant à ce que la charge fiscale passe des entreprises et des hauts revenus sur les ménages, les classes moyennes. Et c'est une des conséquences de la mondialisation que cette évolution que l'on constate. J'y reviendrai. Donc, on a cette crise des inégalités, on a cette crise écologique, et ce que je voudrais tenter de montrer, c'est combien les deux sont reliés. Vous avez ici une mesure. Ah oui, pardon, je dois aussi évoquer les inégalités entre pays, évidemment. Et ici, la mesure la plus classique, c'est le PIB par habitant. Vous le voyez sur ces cartes, les pays qui sont en bleu foncé sont les pays où les revenus sont les plus élevés. Et vous avez sur l'axe horizontal que vous avez sur le bas de votre slide, vous avez ça vous permet une lecture des couleurs que vous avez sous les yeux. Et donc, on a des revenus très élevés en moyenne dans des pays européens, aux États-Unis, Canada, et puis des pays qui sont au contraire en très grande pauvreté, si on mesure la pauvreté par la richesse par habitant. Et ces inégalités entre pays, mesurées ici en termes monétaires, en termes de revenus par habitant, en parité de pouvoir d'achat, je passe les détails techniques qui permettent les comparaisons entre pays, on peut aussi mesurer cela par d'autres critères qui mesurent d'autres indicateurs, si vous voulez, de bien-être. Alors, tout à droite de cette slide, vous avez le critère monétaire auquel je viens de faire allusion. Le pays qui a le PIB par habitant le plus élevé, c'est le Qatar, avec 116 000 dollars par an et par personne en moyenne. Le pays le plus pauvre en PIB par habitant, c'est la République centrafricaine, 661 dollars par an et par personne en moyenne. Donc, l'écart entre le Qatar et la République centrafricaine, c'est un écart de 172. Donc, le Qatari moyen est 172 fois plus riche que le ou la centrafricaine moyenne. Et le Suisse ou la Suissesse moyenne est 87 fois plus riche que le centrafricain ou la centrafricaine moyenne. Mais ce n'est pas évidemment la seule mesure des inégalités entre pays. D'autres inégalités sont moins fortes, mais pas moins choquantes. Vous voyez par exemple la deuxième colonne, l'espérance de vie à la naissance est de 84 ans au Japon, elle est de 52 ans en Sierra Leone, le pays qui, d'après cet indicateur, est le moins bien classé. Ça donne une indication quand même significative sur les conditions de vie dans ces pays respectifs et notamment les possibilités d'avoir accès à une alimentation saine et à des soins de santé de qualité. Donc, on peut mesurer de différentes manières les inégalités entre pays riches et pays pauvres, mais ce qui est très clair, c'est que ces écarts sont très considérables. Alors, ce que je voudrais aussi souligner, c'est que ces inégalités entre pays ne se résorbent que lentement. Ils se résorbent, c'est-à-dire que au fil des années, on voit émerger, et je reviendrai sur ce point important, une classe moyenne mondiale qui permet, dans les économies émergentes, à la pauvreté de reculer. Donc les écarts de revenus moyens entre pays se résorbent peu à peu, mais il y a des pays qui ne montrent pas une telle augmentation des richesses, notamment parmi les pays les moins avancés, les pays les plus pauvres de la planète. Et vous voyez sur ce graphique qui va de 1930 à 2019, la croissance des revenus moyens par habitant dans différents pays, États-Unis, France, Allemagne, vous avez sous les yeux les pays auxquels correspondent ces différentes courbes. Et vous voyez que beaucoup de pays ont progressé, même si on s'en tient seulement à la période récente, mais on n'a pas vraiment des courbes qui se rejoignent. Hein. Donc, on n'a pas un rattrapage, je dirais, systématique de tous les pays avec les pays où les revenus croissent le mieux, ont le mieux augmenté. Même si, dans l'ensemble, effectivement, les conditions de vie, et c'est heureux, se sont améliorées à l'échelle mondiale. Alors, je disais que mon intérêt, c'était surtout de travailler sur ce qui relie ces deux évolutions. Et ici, je voudrais faire 4 remarques.
euh, pour souligner ceci, c'est que euh, non seulement il est nécessaire de prendre ces deux défis ensemble, mais en plus, on est efficace que si l'on traite de ces deux problématiques ensemble. Euh, et notamment, euh, le défi de la crise environnementale, de la crise écologique, ne peut être à mes yeux relevé que si l'on prend au sérieux et que si l'on érige en priorité politique la question de la lutte contre les inégalités. Et ceci pour quatre raisons. La première raison est banale au point que j'hésite à la formuler tant ceci est presque une tautologie, mais évidemment, dans des sociétés qui sont fortement inégalitaires, euh, il faudra beaucoup, beaucoup de croissance économique en PIB, en croissance du PIB par personne, pour que la pauvreté se réduise. Pourquoi? Parce que chaque point de croissance gagné ne va pas bénéficier par priorité aux quintiles ou aux déciles les plus pauvres de la population. Et donc, il faudra beaucoup, beaucoup de création de richesses pour que la pauvreté soit réduite. Euh, et donc, euh, si on continue de tolérer la croissance des inégalités dans les pays, on est confronté à un vrai dilemme. Il nous faut choisir entre prendre au sérieux la crise écologique et réduire notre empreinte sur l'environnement, euh, ou bien lutter contre la pauvreté. On ne pourra pas faire les deux à la fois, sauf si on met l'accent sur la réduction des inégalités. Hein. Donc ça, c'est un premier point, et c'est la raison pour laquelle je souligne l'urgence de la réduction des inégalités pour répondre à la crise écologique. Deuxième point, c'est que dans des sociétés inégales, où, si vous voulez, une part plus petite des revenus bénéficie aux plus pauvres, euh, nous sommes tentés de consommer euh, par souci de classement social. Alors, c'est ce que le merveilleux économiste d'origine norvégienne, mais américain, Thorsten Veblen, décrivait dans son ouvrage de 1899, déjà, il y a plus d'un siècle, un ouvrage qui s'appelle Théorie de la classe de loisirs, et vous avez la photo de Thorsten Veblen sous les yeux, et qui faisait remarquer que l'essentiel de notre consommation, c'est une consommation ostentatoire pour rivaliser avec le voisin, par souci de classement, par souci euh, de, du regard de l'autre, nous consommons. Et cette consommation-là, qui ne répond pas aux besoins essentiels, est une consommation stimulée par les inégalités. Donc, dans les sociétés plus égalitaires, on a moins besoin de montrer par son mode de vie que l'on peut se classer sur l'échelle sociale. Troisième point, et ceci est plus complexe et à mon avis plus important, c'est que dans une société fortement inégalitaire, vous avez une concurrence pour l'usage des ressources et pour l'usage des forces productives qui va en fait euh, favoriser la satisfaction des désirs des plus riches plutôt que les besoins essentiels des plus pauvres. Car songez à ceci, on dit le marché est une belle machine pour répondre aux besoins. Non, le marché ne répond pas aux besoins. Le marché répond à la demande qui s'exprime en pouvoir d'achat. Et si vous avez un ménage très riche qui a une piscine à remplir avec 2000 litres d'eau, et qu'en face, vous avez un ménage très pauvre qui a besoin de ces litres d'eau pour la vaisselle, pour la cuisine ou pour se laver, eh bien, c'est le pouvoir d'achat des plus riches qui va permettre de capter l'usage de cette ressource. Et c'est vrai à l'échelle d'une société, d'une communauté politique, et c'est vrai a fortiori à l'échelle mondiale, avec un pouvoir d'achat dans les pays riches, dans les pays de l'OCDE, infiniment plus élevé que le pouvoir d'achat dans les pays pauvres. Et donc, c'est évidemment pour cette raison-là que nous pouvons, nous, en Europe, demander au Brésil, à l'Argentine, de détruire des forêts pour produire du soja pour notre bétail. C'est la raison aussi pour laquelle nous pouvons aller vers la consommation d'éthanol et de biodiesel, d'agrocarburants chez nous, en sachant qu'on peut importer des huiles végétales de Malaisie ou d'Indonésie, parce que nous avons le pouvoir d'achat qui nous permet de, au fond, capter ces ressources. Et donc, plus on tolère les inégalités, plus on a une machine productive qui ne répond pas aux besoins essentiels, mais qui répond aux désirs de consommation des plus riches. Et enfin, quatrièmement, point souvent sous-estimé, facile à comprendre, mais important, c'est que quand vous êtes dans une société inégalitaire,
vous avez des groupes de la société qui n'ont aucun intérêt au changement et dont le pouvoir économique peut se traduire en influence politique et qui vont donc bloquer le changement. Voyez par exemple ce travail qui a été fait par Martin Gillens et Benjamin Page en 2014. Ils ont publié un bouquin sur cette base par la suite, examinant comment les politiques aux États-Unis, je veux dire les hommes et femmes politiques, euh, sont ou non sensibles aux attentes de la population et aux attentes des grands acteurs économiques. Ce que Benjamin Page et Martin Gillens ont fait, c'est qu'ils ont examiné 1779 situations où le Congrès américain devait faire un choix, trancher telle ou telle question, législation à adopter, une politique à adopter, et ils ont comparé chaque fois les positions des politiques adoptées au Congrès avec les attentes de l'opinion et des élites économiques. Voilà ce que ça donne pour l'opinion. Vous avez sur l'axe horizontal le pourcentage de la population en faveur de telle ou telle mesure, et vous avez sur l'axe vertical les chances que telle mesure soit adoptée. Et vous le voyez, l'encéphalogramme du politique est plat par rapport aux attentes du citoyen, de la citoyenne moyenne. Si vous vous déplacez de gauche à droite sur cette dia, sur le graphique, vous passez d'une situation où 5-10% de la population veut telle mesure à une situation où 90-100% de la population veut telle mesure, et les chances d'adoption de la mesure sont quasi identiques. La même question, les mêmes dossiers mesurés à l'aune des attentes des élites économiques, ça donne ceci. Si très peu d'entreprises sont en faveur d'une mesure, les chances qu'elle soit adoptée sont minimes. Si un grand nombre d'entreprises sont en faveur d'une mesure, les chances qu'elle soit adoptée sont très fortes. Alors, ce n'est pas seulement parce qu'il y a de la corruption, parce qu'il y a du lobbying, même si ça joue un rôle. C'est aussi parce que les grandes entreprises peuvent dire nous sommes les championnes des économies d'échelle, nous sommes les championnes de la consommation de masse, nous pouvons écouler sur les marchés des biens de consommation à bas prix permettant de satisfaire les attentes des populations sans qu'il vous faille augmenter les salaires, renforcer les politiques sociales, protéger les familles de la pauvreté. Et donc, ces entreprises peuvent dire laissez-nous faire, laissez-nous dicter les politiques qui sont à adopter parce que nous sommes équipés pour satisfaire les attentes de la société de consommation. Et je crois que le vrai pouvoir d'influence politique des élites économiques réside dans ce discours qu'elles tiennent aux politiques et que ces politiques sont évidemment très heureux d'entendre puisque il est plus confortable de donner libre champ à ces acteurs économiques plutôt que d'avoir des politiques redistributives ambitieuses. Alors, ayant dit cela, donc je viens de tenter de vous convaincre que pour lutter contre la crise écologique, il faut vraiment faire de la lutte contre les inégalités une priorité. Mais quand j'annonce cette thèse ou quand j'essaye de la défendre, on me répond toujours deux choses. On me dit, mais attention, les inégalités, c'est quand même pas si mal, parce que ça permet la croissance économique. Et si vous voulez vraiment vous battre contre la pauvreté, il faut reconnaître que la croissance des richesses est un préalable. Alors, d'abord, je dirais, c'est faire preuve d'un manque d'imagination, à mon avis, dramatique que de dire on ne peut réduire la pauvreté qu'avec la croissance économique, en taxant les riches, en redistribuant les pauvres. Je crois qu'il faut être beaucoup plus imaginatif et imaginer une économie inclusive qui ne crée pas de pauvreté, plutôt que de dire on va créer de la pauvreté et ensuite on va la compenser. Je ferme cette parenthèse. Mais surtout, il n'est pas vrai que l'inégalité est nécessaire à la croissance économique. Ce mythe-là vient d'un graphique qui a été présenté par un économiste qui s'appelle Simon Kuznets en 1955, et qui, donc c'est pour ça qu'on appelle ça la courbe de Kuznets, et qui a montré la corrélation entre l'industrialisation de pays en développement au cours des années 40 et 50 et l'augmentation des inégalités. Et cette augmentation des inégalités, elle est sur l'axe vertical, l'inégalité mesurée en coefficient Gini, hein, donc on va de 0 à 1, 0, une société complètement égalitaire où tout le monde a la même chose, 1, une seule personne capte toutes les richesses,
Et donc, les pays peuvent être classés en fonction de leur niveau d'inégalité. Et puis, sur l'axe horizontal, vous avez la croissance de la richesse par personne, hein, la croissance du PIB par habitant. Et on voit sur ce graphique, qu'à mesure que les pays deviennent plus riches, les inégalités croissent, mais à un moment donné, on a un plateau et puis les inégalités redescendent au-delà d'un certain niveau de richesse. C'est ça la courbe de Kuznets. En fait, Kuznets ne voulait pas du tout dire que les inégalités sont une condition nécessaire à la croissance économique ou à la création de richesses. Il constatait simplement que dans des pays en développement à dominante agraire dans les années 30, 40, 50, lorsque ces pays s'industrialisent et que la population migre des campagnes vers les villes, on avait une augmentation des inégalités. Mais ça ne veut pas dire qu'il s'agisse d'un ingrédient nécessaire à la croissance. En effet, si ces pays avaient fait davantage pour réduire les inégalités, peut-être que la croissance aurait été plus durable, mieux partagée, c'est par définition ce qui aurait été le cas, et peut-être qu'elle aurait été tout aussi forte. Et d'ailleurs, nous avons des études, non pas par un club de gauchistes, mais par des chercheurs du FMI, des membres du personnel du FMI, qui récemment, dans plusieurs papiers, ont mis en avant que la réduction des inégalités est une manière de stimuler la croissance économique. Vous avez une référence sous les yeux, il y en a d'autres que je pourrais vous donner. Et il y a deux explications à cela. La première, que vous connaissez bien, qui est banale, c'est l'explication keynésienne, hein. Si vous augmentez la part de revenus que captent les percentiles les plus pauvres de la société, comme ces personnes vont dépenser tout ce qu'elles reçoivent comme revenus avec un effet multiplicateur important sur l'économie, vous avez une croissance qui est plus vive, stimulée par la demande, hein. Ça, c'est l'argument de Keynes. C'est cela, notamment, qui permet de dire que les politiques sociales sont un investissement pour la croissance et pour réduire les impacts des crises économiques. Mais l'autre point que je voudrais souligner, c'est que au nom de la recherche de la croissance, on a souvent pris des mesures, notamment dans nos pays, qui créent la pauvreté, qui créent les inégalités. Quand, au nom de la croissance, on négocie des accords de libre-échange commercial, quand, au nom de la croissance, on flexibilise, on dérégule le marché du travail, quand, au nom de la croissance, on affaiblit le dialogue social et le rôle des syndicats, quand, au nom de la croissance, on réduit les contraintes sur les entreprises, y compris le fardeau fiscal qui pèse sur elles pour attirer les investissements, en fait, on crée un marché qui exclut. Et donc, forcément, après, il faut compenser par des politiques sociales. Mais en tout cas, mon ambition comme rapporteur spécial sur l'extrême pauvreté aux Nations Unies, c'est vraiment de dire l'économie doit être plus inclusive, quoi. Et on doit arrêter de concevoir la pauvreté comme un système ou comme un défi qu'on doit rencontrer par le renforcement de la croissance économique et puis on vient compenser par des politiques sociales. C'est extrêmement problématique que de tout miser sur la croissance économique. Alors, la deuxième question qu'on me pose souvent, c'est est-ce que la croissance économique n'est pas tout de même ce qui motive les gens à travailler et ce qui les rend heureux? Est-ce que donc l'augmentation du bien-être dans la société ne passe pas nécessairement par la croissance économique? Ici, je voudrais dire que le sentiment subjectif des gens n'est pas celui-là. Quand on demande aux gens quels sont, je dirais, les aspects de leur vie qui leur donnent du bonheur, ce n'est pas l'augmentation de la consommation, ce n'est pas la croissance des richesses qui vient d'abord à l'esprit, c'est la qualité des rapports qu'on noue au sein de sa famille et au sein de son cercle d'amis, c'est l'équilibre entre vie privée et vie professionnelle, c'est la beauté des paysages qui nous entourent, c'est la sécurité d'existence que donne l'état social, mais la croissance ne fait pas en tant que telle le bonheur. Tout dépend de la forme qu'elle prend et tout dépend de la manière dont les gens la vivent. Et parmi beaucoup d'autres, Éloi Laurent fait remarquer dans plusieurs de ses travaux que la croissance des 40 dernières années a été tellement mal répartie, puisqu'elle s'est accompagnée d'une croissance des inégalités, qu'en fait les gens sont plus malheureux au terme de ces 40 ans qu'ils ne l'étaient en 1980.
La croissance ne fait pas le bonheur. Et d'ailleurs, on a cette courbe bien connue qui a été mise en avant par William Easterlin, un économiste au départ, puis récupéré par un autre économiste, Richard Layard. On parle donc de la courbe d'Easterlin, le paradoxe de Layard, qui montre que le bonheur subjectif, exprimé dans les enquêtes d'opinion, la satisfaction qu'on exprime dans la vie, c'est l'axe vertical, ne croît pas avec l'augmentation du PIB par personne au-delà d'un certain niveau de confort moyen dans la société, qui se situe autour de, je dirais, de 30 000 dollars par an et par personne. Au-delà de ce niveau-là, on peut continuer à augmenter les richesses, mais les gens ne seront pas plus heureux pour autant. Et je dirais même qu'ils sont tellement épuisés au travail aujourd'hui, ils sont tellement, comment dire, non pas nostalgiques, mais solastalgiques, faudrait-il dire, déprimés de voir l'environnement s'écrouler autour d'eux. Les psychologues appellent ça la solastalgie, cette déprime qui vient de la dégradation de l'environnement. Ils sont tellement écartelés entre la vie privée et la vie professionnelle qu'ils ne sont pas heureux. Et la croissance ne crée pas le bonheur, au contraire, elle, au nom de la croissance, que de malheur n'a-t-on pas causé? Et c'est ce que cette courbe, je pense, rend tout à fait explicite. Alors, des auteurs ont tenté de se pencher sur ce mystère, ce paradoxe. Comment se fait-il que l'augmentation des richesses ne crée pas le bonheur? Et je voudrais faire référence à peut-être 4 arguments qui expliquent cela. Euh, et je voudrais, je voudrais puiser ces arguments, notamment dans les travaux euh, euh, dans les travaux de Tibor Skitowski, qui est en bas de votre slide, ainsi que dans les travaux de Fred Hirsch, au-dessus de votre slide, qui a publié en 1972 un ouvrage magnifique qui s'appelle Les limites sociales de la croissance. Tibor Skitowski a publié L'économie sans joie en 1974, complètement oublié, Economics Without Joy, magnifique livre pourtant. Et que nous disent ces auteurs? Ils nous disent 4 choses en fait. Ils nous disent, mais c'est ce à quoi je viens de faire allusion en évoquant Éloi Laurent, c'est que les inégalités annulent l'impact positif de la croissance sur le bien-être. D'autant plus qu'en même temps que les inégalités ont augmenté, les dépenses contraintes pour le logement, pour l'éducation, pour la santé ont augmenté dans des proportions identiques. Donc, la part de revenus qui permet de choisir à quoi on le consacre n'a pas nécessairement augmenté, même si les revenus ont augmenté. Premier problème. Deuxième problème, là aussi je viens d'y faire allusion, c'est que la croissance se paye d'un prix très élevé pour les hommes et les femmes de l'économie et pour les écosystèmes. Troisièmement, et c'est là que l'œuvre de Fred Hirsch est importante, quand on voit son revenu augmenter, quand on voit ses possibilités de consommation augmenter, très vite on s'adapte. Et l'espèce de bonheur qu'on ressent quand on voit son revenu augmenter de 10-20% par exemple, s'étiole au bout de 6 mois, au bout d'un an. C'est ce qu'on appelle l'effet d'adaptation. En plus, si tout le monde voit ses revenus augmenter, le bénéfice subjectif qu'on en retire est bien moindre. Fred Hirsch prend pour métaphore une salle de concert où on est mal placé, tout le monde veut voir mieux le ou la pianiste sur scène, et donc tout le monde se met sur la pointe des pieds. Mais au bout du compte, tout le monde sera inconfortablement installé sur la pointe des pieds pour mieux voir et personne ne verra mieux. Et donc, si l'augmentation des possibilités de consommation bénéficie à tout le monde, comme il le faut pour éviter la croissance des inégalités, au fond, le bénéfice qu'on en tire est quasi annulé par le fait que, essentiellement, c'est pour se comparer aux autres que l'on veut voir sa richesse augmenter. Je rappelle d'ailleurs que c'est le paradoxe que André Gortz soulevait s'agissant de la voiture. Au départ, quand les voitures ont commencé à être répandues dans les ménages dans les années 50, c'était magnifique, c'était une manière de se positionner, on impressionnait les voisins, on avait un sentiment de liberté. Et puis, la voiture aujourd'hui, c'est quoi? C'est un fardeau. On a tellement de voitures sur les routes que les embouteillages sont devenus banals. Quand moi je fais une course à Bruxelles à vélo, je vais évidemment plus vite que les voitures qui circulent dans la ville.
La voiture pollue l'environnement, elle encombre nos vues des paysages. Et aujourd'hui, la voiture, la généralisation de la voiture individuelle, notamment dans les villes, est devenue contre-productive, en fait. Euh, je ne peux pas détailler ceci davantage, vous avez compris le message. Alors, quatrième point, et ça c'est Tibor Skitowski qui le met en avant, au départ d'études de neurosciences, hein, c'est que quand on passe d'un état à l'autre, on a faim, on mange, on n'a plus faim, on a soif, on boit, on n'a plus soif. Quand on passe d'un état à l'autre, on ressent ce qu'on appelle du plaisir. Et c'est un état, c'est quelque chose d'agréable que de voir sa situation s'améliorer. Mais quand on est dans une situation de confort, où les choses ne changent pas, on se lasse de ce confort. Et la différence, c'est, si vous voulez, entre le fait de passer de 40 km/h à 100 km/h sur l'autoroute, ça c'est grisant, et faire pendant des heures un trajet à 100 km/h. Ça, c'est pas très chouette, quoi, et on s'ennuie très rapidement. Et donc, Tibor Skitowski nous montre, dans ce bouquin que j'ai cité, hein, Economics Without Joy, il nous montre au départ d'études sur les cerveaux que nous sommes stimulés par le plaisir du passage d'un état à l'autre, mais le confort, en fait, ne stimule rien du tout. Et donc, dans une société de consommation, on va être tenté de tout le temps vouloir consommer plus, avoir des nouvelles émotions toujours plus fortes, etc. Mais le simple fait d'être dans une situation de bien-être, de confort, au fond, ça ne satisfait pas beaucoup les gens. Et donc, on est dans une vraie impasse, hein, parce que on croit répondre à la demande de bien-être par l'augmentation de la consommation, mais en fait, très vite, les gens se lassent. Il faut toujours plus pour satisfaire une demande, en fait, insatiable. Alors, c'est dans ce contexte que je voudrais évoquer la mondialisation. Et je voudrais dire deux choses ici. Un, la mondialisation, contrairement aux espoirs qu'on avait misés en elle, euh, n'est pas une réponse à la crise écologique. Et ceci en dépit de l'objectif de la libéralisation du commerce international, exprimé par exemple dans le préambule de l'accord de Marrakech qui crée l'Organisation mondiale du commerce et qui disait en substance, le commerce international, ça va permettre une utilisation plus efficiente des ressources du monde. Pourquoi? En substance, parce que si les pays échangent entre eux, chaque pays va se spécialiser dans ce en quoi il a un avantage comparatif, comparativement aux autres, et donc on va utiliser de manière plus efficiente les ressources, puisque chaque pays va se spécialiser dans ce pourquoi il a les meilleures ressources. En fait, cette idée s'est avérée très problématique. Et elle s'est avérée problématique pour plusieurs raisons. La première raison, et ceci, je vais rapidement passer sur cet argument. Hein. Donc, l'idée, c'est que on réduit on augmente les échanges internationaux, donc on permet une utilisation plus efficiente des ressources et des économies d'échelle. On permet aussi de diffuser des technologies propres, donc la croissance sera plus durable si elle est stimulée par la libéralisation commerciale. En fait, il y a plusieurs problèmes associés à cet argument. Un, c'est que la mondialisation a aussi eu des effets culturels, avec une diffusion du fantasme du mode de vie occidental à l'échelle de la planète entière et des désirs de consommation dans une classe moyenne mondiale, dans toutes les régions du monde, qui nous conduit à la catastrophe écologique. Et d'ailleurs, on parle ici de l'effet classe moyenne. C'est une expression que des économistes retiennent pour décrire un glissement dans les normes de consommation à partir du moment où le niveau moyen de revenus dans un pays atteint à peu près 6 000 $ par an et par personne. Hein. Nous sommes évidemment en Belgique bien au-delà de cela. Mais donc des pays comme la Chine ont connu ce glissement il y a une dizaine d'années. L'Égypte, il y a 6 ou 7 ans. Aujourd'hui, c'est l'Inde, l'Indonésie, les Philippines qui sont à ce stade. Vous avez sur ce schéma les pays dont on montre à quel moment ils passent ce cap. Ce que ce graphique veut dire, c'est simplement que dans ces pays, et vous avez la population concernée ici, c'est la taille des sphères, dans ces pays, tout le monde veut, à partir d'un certain moment où les richesses sont augmentées, tout le monde veut l'accès aux appareils électroménagers, à la voiture individuelle, à la possibilité de temps en temps de faire un voyage en avion, etc. C'est cet effet classe moyenne qui conduit à une surconsommation soudaine dans un pays comme la Chine aujourd'hui.
Et ceci explique les projections qui montrent que même si on a des technologies plus propres, des manières plus vertes et propres de produire, euh, euh, la croissance des richesses dans le monde, c'est la ligne bleue ici, hein, qui va de 2000 à 2050, évidemment au-delà de 2020, c'est des projections, mais va s'accompagner d'une augmentation de l'utilisation des ressources. C'est la ligne orangée, assurée, si vous voulez, à tel point qu'entre 2020 et 2050, on s'attend à une augmentation de 50% de notre ponction des ressources. Alors, ce n'est pas autant que l'augmentation des revenus, mais c'est quand même beaucoup plus que l'augmentation de la population. Et ceci parce que les modes de vie occidentaux se diffusent à l'échelle planétaire. Donc, premier problème, c'est que avec le commerce international, on diffuse des produits, des modes de vie, des produits de consommation qui amènent à ce que tout le monde adopte nos modes de consommation qui ne sont absolument pas durables. Deuxième problème, c'est ce qu'on appelle l'effet rebond. L'effet rebond, c'est à la fois un phénomène économique et un phénomène psychologique. C'est le fait que quand on a une nouvelle technologie qui est introduite, qui réduit par exemple la consommation de fuel par les voitures, ou la consommation énergétique d'un appareil électroménager, on va en fait, au pire, voir son empreinte environnementale augmenter et non pas se réduire. Pour trois raisons. Un, si vous avez une voiture qui est plus efficiente, qui consomme moins au kilomètre, vous allez peut-être être tenté de faire plus de kilomètres. Parce que vous dépenserez moins, parce que vous avez moins l'impression que ça pollue, etc. Donc, il y a ce risque d'une consommation stimulée par le fait que cette consommation est moins énergivore ou plus efficiente. Deuxièmement, même si vous ne faites pas cela, vous allez économiser des revenus parce que votre consommation sera moindre au kilomètre parcouru et ces revenus, vous allez peut-être les dépenser à autre chose. Donc, vous achetez une voiture électrique, super, vous n'augmentez pas votre kilométrage de voiture, mais vous allez faire de temps en temps un city trip parce que vous avez pu économiser sur la consommation d'essence. Cet exemple n'est pas super parce que la voiture électrique, c'est cher, mais permettez-moi cette simplification. Et puis, troisième raison de cet effet rebond, c'est la déculpabilisation qu'amène le fait qu'on utilise des technologies plus propres. Si vous êtes végétarien ou végétarienne, vous allez peut-être, et que vous roulez à vélo en ville, vous allez peut-être vous dire, je fais déjà pas mal, je peux me permettre ce fameux city trip à Vienne ou à Barcelone. Et c'est un phénomène de compartimentalisation que les psychologues ont documenté, qui explique que parfois, l'introduction de ces technologies vertes, en fait, augmente l'empreinte écologique par personne. Donc, cet effet rebond est à ne pas négliger et annule une partie des gains qui résultent du progrès économique et du progrès des technologies. C'est tellement vrai que l'équation célèbre de Paul Ehrlich et John Holdren, introduite dans les années 60, l'équation IPAT, I, l'empreinte écologique, PAT, c'est population, affluence, c'est-à-dire consommation et technologie, cette équation doit être revue. En fait, ce que disaient Ehrlich et Holdren, c'est que l'empreinte écologique est le résultat de trois facteurs: l'augmentation de la démographie, l'augmentation de la richesse et donc des possibilités de consommation, et la technologie. L'argument, c'est si la population augmente et que la consommation augmente grâce à l'augmentation des richesses, cela peut être compensé, annulé par les progrès technologiques. C'est ça la croissance verte, en fait. C'est là-dessus que la croissance verte se repose. En fait, il faut vraiment ajouter un quatrième terme à cette équation, c'est le comportement, quoi. C'est le mode de vie, le style de vie. Et c'est ce qu'a proposé un professeur alors, il enseigne en Californie, mais j'ai oublié dans quelle université, peu importe, qui s'appelle Paul Schulz, et qui propose d'ajouter le B, le behavior, dans cette équation, en soulignant, par exemple, que dans des pays à même niveau de revenus, vous voyez par exemple ici la Suisse, l'Autriche,
et les États-Unis, pays à même niveau de revenu par habitant, hein, donc ils sont sur le même axe horizontal, hein, avec un PIB par habitant en parité de pouvoir d'achat qui est autour de, à vue de nez, 33-35 000. Mais l'Américain moyen a une empreinte écologique qui est 2 fois celle du Suisse, de la Suissesse ou de l'Autrichien, l'Autrichienne. Et donc, les modes de vie importent. Il ne faut pas se fier à l'idée que les technologies vont faire le travail pour nous. Voilà. C'est ça que je voudrais souligner surtout. Et donc, ce qu'on constate, c'est qu'en fait, dans le commerce international, le caractère peu coûteux des biens de consommation, la diffusion de certaines habitudes de vie grâce à la publicité aussi, hein, annule complètement le bénéfice que l'on tire de la diffusion des technologies vertes ou propres et le bénéfice qu'on peut tirer d'une division internationale du travail approfondie entre les pays. Alors, oui, je vais passer là-dessus et je prends le troisième point, c'est déjà la troisième raison pour laquelle la mondialisation n'est pas une solution pour la crise écologique, et ça concerne les fuites de carbone. Si vous voulez, quand on a négocié sous le chapeau de la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique de 1992, quand on a négocié le fameux protocole de Kyoto en 1997, qui pour la première fois imposait aux pays riches des limites quant à la croissance des émissions de gaz à effet de serre, on a délibérément voulu que ceci ne change rien pour notre mode de consommation. J'utilise à dessein ces mots parce que je crois que c'est criminel ce qui a été fait. On a dit, on va calculer les émissions de gaz à effet de serre sur une base territoriale. C'est-à-dire que, par exemple, les émissions de gaz à effet de serre belges, imputées à la Belgique, c'est ce qui est produit en Belgique, c'est les usines qui fonctionnent en Belgique, et c'est la pollution qui résulte de notre consommation. Par exemple, les voitures qu'on fait circuler et qui émettent du dioxyde de carbone. Mais on n'inclut pas dans ce comptage ce qu'on appelle les émissions, comment dit-on cela, je ne sais pas quel est le terme utilisé, embedded en anglais, les émissions qui sont incluses dans les produits que l'on importe. Donc, si votre voiture, vous l'avez importée, par exemple, du Japon, eh bien, les émissions pour la production de cette voiture vont être imputées au Japon et non pas à la Belgique. Et c'est très important parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour respecter les restrictions aux émissions de gaz à effet de serre, les pays riches ont pu tout simplement externaliser la production dans des pays qui ne sont pas soumis aux mêmes contraintes et importer ce qui est produit dans ces pays-là. Et de fait, depuis l'entrée en vigueur du protocole de Kyoto en 2005, le commerce international, le volume des échanges internationaux a augmenté bien plus que les émissions de gaz à effet de serre n'ont pu être réduites dans les pays riches. En d'autres mots, on a compensé par l'augmentation des volumes d'échanges commerciaux, je dirais, les efforts que l'on a tenté de faire en réduisant les émissions territoriales. Et c'est ce qu'on appelle les fuites de carbone, manifestées par cette carte du monde, hein, où vous voyez l'épaisseur de ces traits qui manifestent les flux commerciaux. L'épaisseur de ces traits, c'est l'intensité en carbone des importations et des exportations. Vous voyez par exemple que ce que la Chine exporte, ce sont des traits très épais, c'est plus intense en carbone que ce que la Chine importe. Par exemple, de l'Union européenne, vous voyez la flèche très mince à laquelle le chiffre 16 est associé, les exportations de l'Union européenne vers la Chine, c'est une intensité en carbone beaucoup plus faible que ce que les pays européens importent de la Chine, auquel est associé l'indice 297. Pour donner une autre représentation de ces fuites carbone, voyez par exemple, je vais rester sur la Chine, c'est commode, la deuxième ligne sur votre graphique, les exportations de la Chine sont beaucoup plus intenses en carbone, c'est la ligne bleue associée à la Chine, que les importations de la Chine, la ligne rouge. À l'inverse, prenez un pays comme la France, les exportations de la France sont beaucoup plus propres,
beaucoup moins intense en carbone, c'est la ligne bleue associée à la France, que les importations de la France. La France, comme les autres pays européens, a externalisé les formes de production les plus polluantes et a simplement importé depuis les pays émergents, les pays en développement, ce que la France ne pouvait pas se permettre de continuer de produire chez elle. Voilà. Alors, ça a été à peine remédié dans l'accord de Paris de 2015. L'accord de Paris de 2015 est très important parce qu'il impose des contraintes à tous les États selon les engagements qu'ils prennent, mais le comptage des émissions demeure territorial et donc ce problème de, je dirais, de mauvaise perception des progrès réalisés demeure entier. Voilà. Je ne peux pas détailler ça davantage, mais c'est ça que je voulais tout de même évoquer. Alors, je vois le temps qui passe et vous avez sûrement envie de poser des questions. Donc, je termine par un dernier point qui concerne l'impact de la mondialisation sur les inégalités. En fait, je sais que Christian Valenduc est parmi nous et il aura sur ce point-là un regard d'expert qui est mieux informé que le mien. Toutes les études que j'ai lues sur l'impact de la mondialisation sur la protection des droits des travailleurs et travailleuses, le niveau des salaires, ne permettent pas d'aboutir, pardonnez-moi, à des conclusions définitives. Pourquoi? Parce qu'en fait, la situation, y compris en termes de salaire des travailleurs et des travailleuses, dépend d'un ensemble de facteurs propres à chaque pays. Et c'est très difficile d'avoir, de manière générale, une sorte de conclusion sur est-ce que la mondialisation a rendu les travailleurs plus pauvres ou plus riches. En fait, je pourrais détailler ce slide sur de longues minutes, mais selon le poids des syndicats, selon le type de concurrence internationale qui s'est installé, selon le caractère intensif en main-d'œuvre ou en capital de la production concernée, selon la surveillance des syndicats, des ONG, etc., sur les conditions de travail et le niveau décent des salaires, etc., vous avez des impacts très différents de la mondialisation sur le travail. Mais il est intéressant de se poser la question de savoir si on prend le monde comme s'il s'agissait d'un seul pays, qui a gagné et qui a perdu avec la mondialisation. Je rappelle que les chiffres que j'ai donnés tout à l'heure sur les inégalités au sein de chaque pays ou les inégalités entre pays prenaient pour acquis les frontières entre pays. C'est-à-dire qu'on examine deux types d'inégalités au sein de chaque pays ou entre pays, mais on ne regarde pas l'inégalité mondiale en considérant, en se posant la question, au fond, quel est le niveau d'inégalité si on prend le monde comme s'il s'agissait d'un seul pays, en abolissant les frontières, si vous voulez. Et ça, c'est l'originalité de la démarche qui a été suivie en 2016 par un auteur qui s'appelle Branko Milanovic, qui a publié un bouquin, Global Inequality, en 2016, et qui a abouti à cette courbe de l'éléphant. Alors, il faut que j'explique cette courbe, elle est tout à fait essentielle pour nous. Elle vise à mesurer les impacts de la mondialisation entre 1988 et 2008, c'est-à-dire en gros la chute du mur de Berlin et le passage à l'économie de marché d'un grand nombre de pays d'Asie et d'Afrique, d'une part, et la grande crise financière mondiale, d'autre part. Ces 20 années décisives de mondialisation. Bien. Qu'est-ce qui s'est passé au cours de ces 20 années? Comment les revenus ont-ils évolué? Eh bien, ce que Milanovic a fait, c'est compliqué du point de vue méthodologique, c'est qu'il a divisé la population mondiale en percentiles, donc du 1% le plus pauvre sur la gauche de votre diagramme, de votre graphique, au 1% le plus riche, tout à droite. Et il s'est posé la question de l'évolution des revenus pour ce pourcentage-là de la population mondiale. Et on aboutit à cette courbe de l'éléphant qui montre, allez, 4 choses. Si vous comprenez cette courbe, vous comprenez le vote Trump et l'impatience à l'égard de la mondialisation. Que montre cette courbe? Si vous allez tout à gauche du graphique, vers le 1%, les 5% les plus pauvres dans le monde, vous voyez en fait que les revenus n'ont pas augmenté beaucoup pendant cette période. Ont augmenté un petit peu, mais beaucoup moins que l'augmentation moyenne des revenus à l'échelle mondiale, qui est de l'ordre de 24%. C'est la ligne horizontale rouge assurée que vous avez.
Donc les revenus des plus pauvres n'ont guère augmenté en proportion. Donc ce n'est pas les plus pauvres qui ont gagné à la mondialisation. Alors, déplaçons-nous un petit peu vers la droite du graphique, dans les percentiles, je dirais de 25% à 65%. Ça, c'est la croissance des revenus de, la classe moyenne mondiale qui a explosé au cours des années 90, 2000, dans des pays comme l'Inde, la Chine, le sud-est asiatique. Et là, on a une classe moyenne mondiale qui a émergé et qui a beaucoup gagné de la mondialisation. Allons encore plus vers la droite, vers les quintiles 75 à 99. Et là, vous voyez que ce sont des gens qui n'ont pas gagné avec la mondialisation. Ils ont gagné beaucoup moins que les autres, ils ont en fait perdu par rapport aux autres, et ils se comparent à ceux qui ont gagné, justement. Eh bien là, ce sont les travailleurs pauvres dans les pays riches. Les travailleurs faiblement qualifiés, mal outillés pour répondre aux défis des changements technologiques et des mondialisations, et qui sont concurrencés par des travailleurs des pays en développement qui sont moins chers, vers lesquels, enfin, qu'on mette au travail dans des chaînes de production de plus en plus transnationalisées. Et donc, on a ici des travailleurs peu qualifiés dans les pays riches, perdant de la mondialisation, déclassés, et qui votent vers les extrêmes parce qu'ils se sentent déclassés par ce phénomène. Et puis, on a tout à droite le 1% des plus riches qui, eux, ont beaucoup gagné avec la mondialisation, dont les revenus ont augmenté de 60-70% sur ces 20 années grâce à la mondialisation. Et donc, vous avez là, je dirais, une des explications de notre ambiguïté vis-à-vis de la mondialisation. On voit bien que cela fait reculer la pauvreté dans beaucoup d'États, notamment les économies émergentes, mais que les plus pauvres n'en bénéficient pas, notamment dans les pays les moins avancés, les pays les plus pauvres d'Afrique. Et dans les pays riches, la mondialisation a été vécue comme la source d'une augmentation des inégalités, notamment vis-à-vis des ultra-riches tout en haut de l'échelle sociale, et, et les travailleurs faiblement qualifiés sont les premières victimes. Donc, voilà ce par quoi je voulais terminer. En fait, je voulais terminer par autre chose. Je voulais terminer par les propositions pour une mondialisation plus juste et durable. J'ai demandé à la FUCID de me réinviter parce que je n'aurais pas le temps de faire ça aujourd'hui.